Bienvenue à tous sur ce webinaire co-organisé avec Céline Granier, avocat fiscaliste, et moi-même, Ganel Soussens, avocat expert en droit immobilier. L'idée de ce webinaire, c'est un peu d'explorer avec vous les questions que vous vous posez à l'occasion de votre premier investissement ou de votre premier projet d'investissement immobilier, de les évoquer sous les aspects juridiques, mais en vous faisant surtout partager mon retour d'expérience d'investisseur qui rencontre des difficultés. Donc, essayez de vous informer, de vous alerter, mais sans panique, juste prendre conscience des choses. Et pour les aspects fiscaux, je laisse Céline vous présenter largement ce qu'elle va nous exposer. Oui, bonjour à tous, je suis donc Céline Granier, avocat fiscaliste. Et en matière d'achat immobilier, il y a énormément en fait d'arbitrage à faire en amont lorsque l'on souhaite procéder à son premier investissement immobilier. Donc c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure dans ces slides. Et ce que nous avons souhaité faire en fait, c'est présenter à tour de rôle en fait les aspects juridiques, immobiliers et fiscaux pour que vous ayez en fait un fil conducteur, un process sur la manière de procéder pour faire le meilleur investissement immobilier et réussir son acquisition. Voilà. Alors, ce webinaire sera en ligne sur nos chaînes respectives YouTube. Donc là, c'est la chaîne YouTube du cabinet Soussens qui est déjà bien fournie, avec des vidéos sur la BFA, la promesse de vente. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très instructif. Et ça, c'est ma chaîne YouTube avec entre autres 2 vidéos sur la déclaration de revenus et le contrôle fiscal des entreprises. Voilà. Donc, nous rentrons dans le sujet avec les 4 points cardinaux. Oui, alors un peu comme un guide tout au long de ce webinaire, il va y avoir 4 axes qui sont pour moi essentiels dans le cadre de votre premier investissement immobilier. C'est la valeur du bien que vous allez acheter, sa rentabilité, puisque c'est une opération qui a quand même pour objectif d'être rentable. Ça veut dire peut-être avec des pertes, mais mesurées, calculées. Mesurer également les risques. Quels risques existent, sont inhérents à tout investissement immobilier, et quels risques vous êtes prêts, vous, à supporter dans le cadre de cet investissement. Et le 4e point, c'est la sécurité. C'est surtout l'idée que vous compreniez bien certains mécanismes qui sont parfois un peu complexes et qui sont complexes ou pas, en tout cas souvent mal expliqués aux investisseurs. Alors, quels sont vos objectifs? Les questions à se poser. Alors, les objectifs à court, moyen et long terme. Alors, quand on fait un achat immobilier d'un appartement, par exemple, qui va être loué, est-ce pour avoir des revenus complémentaires ou bien pour bénéficier d'une réduction fiscale de type Pinel parce que on a une charge fiscale qui est beaucoup trop importante? Est-ce que l'on veut constituer un patrimoine? Donc on débute, comment le faire? Est-ce qu'il faut déjà constituer une société? Si oui, quelle société? Ensuite, comment le transmettre? Et autre objectif qui est souvent recherché par un entrepreneur ou un chef d'entreprise, ça va être d'acheter ses bureaux. Voilà. Donc avant de faire un achat immobilier, la question, on va dire, fiscale, mais qui est beaucoup plus globale à se poser, sont quels sont vos objectifs? Ensuite, l'équilibre financier. L'équilibre financier de l'opération, quel que soit l'objectif poursuivi, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'acceptation d'un niveau de perte, il y a un équilibre financier qui est assez basique. Il est constitué par, d'un côté, les loyers, l'éventuelle économie d'impôt associée et l'effort d'épargne que vous êtes prêt à accepter de faire, et de l'autre côté, par des sorties, des dépenses, donc le remboursement d'un prêt immobilier, des charges de copropriété si vous achetez dans une copropriété, des impôts et des taxes, taxes foncières, contributions foncières des entreprises éventuellement, et également des assurances. L'assurance paraît ici un peu anecdotique compte tenu du montant, mais c'est l'occasion d'évoquer l'assurance propriétaire non occupant
qui est aujourd'hui une obligation pour les propriétaires bailleurs non occupants. Donc, n'hésitez pas à la souscrire. Enfin, vous avez l'obligation de la souscrire. C'est simplement un rappel sur cette assurance. Donc, cette équation-là, c'est l'équation de votre futur investissement. D'un côté, des entrées et de l'autre côté, des sorties. Donc, en parallèle, la question vraiment fiscale à se poser, c'est après, quand on a défini son objectif, c'est de savoir si on achète en direct, c'est-à-dire à titre personnel, ou si on constitue une société. Alors, quelles sont les clés pour choisir le meilleur schéma d'acquisition? À ce jour, il y a un facteur en fait qui a un peu évolué, c'est la question du financement en fait. Les banques sont devenues beaucoup plus strictes par rapport au taux d'endettement. Des personnes qui ont déjà un crédit pour l'acquisition de leur résidence principale, d'autres prêts, etc. À ce jour, les banques n'acceptent absolument pas un dépassement j'ai mis 33%, c'est le chiffre exact, mais en gros un tiers d'endettement. Et ensuite, par rapport à la durée du prêt aussi, les banques deviennent de plus en plus regardantes. Autre clé, en fait, pour vous permettre de prendre la bonne décision, le point de savoir, est-ce que vous allez acheter un bien avec des travaux à réaliser? Parce que certaines fois, ça va être fiscalement intéressant en fait, d'acheter un bien avec des travaux que vous pourrez déduire car vous allez générer un déficit foncier. Et on verra tout à l'heure en fait comment vous serez imposé en revenus fonciers, mais ça peut être un investissement très intéressant d'acquérir un bien avec des travaux pour générer un déficit foncier. Ensuite, autre point à prendre en compte, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, anciennement ISF, qui est basé aujourd'hui essentiellement sur la valorisation de votre immobilier. Ce point est à prendre en compte parce que avec l'augmentation sans cesse croissante en fait du prix de l'immobilier, des personnes qui ont acheté leur résidence principale à Paris il y a 30 ans dans un arrondissement qui est aujourd'hui en moyenne à 10 000 euros, qui ont un appartement à la mer, à la montagne, etc., vont peut-être rentrer dans le champ de l'IFI et le seuil d'imposition est à 1,3 million, 1,3 million € net, c'est-à-dire les actifs moins le passif, donc un actif net de 1,3 million. Donc ce point IFI est à prendre en compte. Par ailleurs, autre point qui est aujourd'hui aggravé, en fait, c'est la fiscalité locale. Donc là, vous avez reçu vos avis d'imposition de taxes foncières, vous avez sûrement levé les yeux au ciel en vous demandant pourquoi ça avait autant augmenté. Voilà, donc aujourd'hui, la fiscalité locale, taxes d'habitation, taxes foncières sont une charge très importante qu'il faut vraiment prendre en compte et c'est pas négligeable. Et à ce jour, en fait, les taxes, notamment la taxe foncière, a augmenté parce que l'administration fiscale a revu les valeurs locatives qui dataient du début du siècle précédent. Donc en fait, il y a une augmentation et après des questions budgétaires. Autre point aussi qui permet de faire un arbitrage, ce sont les frais d'entretien. L'immobilier, c'est un investissement très rassurant. C'est la pierre, c'est concret, mais ça s'entretient l'immobilier et ça peut coûter cher. Voilà, donc les frais d'entretien. Et ensuite, autre point, est-ce que vous aurez besoin de revendre ce bien immobilier rapidement ou pas? Alors, concrètement, ça peut être dans 10 ans, j'aurai à financer les études supérieures de mes 2 enfants. Donc, est-ce que j'aurai besoin de vendre un bien immobilier pour assurer le coût d'une école de commerce, etc. Donc, voilà. Donc, quelle sera la fiscalité de la plus-value? Voilà. Donc, du point de vue fiscal, pour moi, ces 5 points, ces 5 facteurs sont très importants à prendre en compte et doivent être regardés attentivement pour la prise de décision sur la valeur du bien. Voilà, donc effectivement, bien prendre en charge le coût
prévisible à venir de l'immeuble, et au moment où on achète, de se poser les bonnes questions. Alors là, on va vraiment parler dans le dur de votre business plan. Vous dites qu'un avocat n'est peut-être pas le mieux placé pour vous éclairer là-dessus. Croyez-moi, je vois beaucoup d'investisseurs à qui on a vendu des biens à des prix absolument hallucinants et totalement décorrélés des prix du marché. Donc, c'est pas parce que vous réalisez un investissement immobilier locatif, y compris parce qu'il est associé à un mécanisme de défiscalisation, que vous pouvez ou que vous devez acheter à n'importe quel prix. Parce que, effectivement, penser revente. Alors, il y a les projets prévisibles, quand on a des enfants qui grandissent, des études supérieures, voilà, on sait à peu près à quel moment ça va arriver. Et puis, il y a aussi dans la vie des imprévus. Et quand on a acheté très cher un bien immobilier et qu'on est en difficulté, soi-même financière, et qu'on est contraint de le revendre la moitié de ce qu'on l'a payé et qu'il vous reste la moitié du crédit à rembourser, c'est désastreux, vraiment. Donc, même si la proposition de défiscalisation est très intéressante, même si elle est très alléchante, attention, un achat immobilier, c'est toujours un prix au mètre carré. Donc, c'est pas parce que on vous parle d'un 4 pièces et qu'on vous donne le prix d'un 4 pièces. Un 4 pièces pour un agent immobilier, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des 4 pièces de 60 mètres carrés et des 4 pièces de 120 mètres carrés. Donc, revenez au basique, le prix au mètre carré, la localisation. Il est très facile aujourd'hui de réaliser de faire cette évaluation-là sur Internet. Vous avez un site comme Se Loger, il y en a d'autres, qui vous permet de savoir rue par rue combien se vendent les appartements dans telle ou telle ville de France. Donc c'est hyper facile. Donc à chaque fois qu'on vous fait une proposition, que vous examinez l'opportunité d'acheter un bien, même s'il vous plaît énormément, même si la proposition est super appétissante, revenez à ce fondamental, le prix au mètre carré. Attention aussi à l'existence d'un marché locatif. Si vous découvrez qu'il y a pléthore d'offres locatives sur une ville dans laquelle vous envisagez d'investir, attention, il y a peut-être trop de logements. Il y a des villes dans lesquelles il y a eu vraiment de la saturation, beaucoup d'offres locatives pour une demande en réalité restreinte. Je pense en particulier à Carcassonne. C'est une vieille histoire et je pense qu'on n'investit plus aujourd'hui à Carcassonne. Mais attention, il faut qu'il y ait vraiment un réel marché locatif. Il y a des villes en tension, comme Paris, où il y a beaucoup plus de locataires que de biens à louer. Et il y a des villes où c'est exactement l'inverse. Donc, soyez très prudents là-dessus. L'équilibre financier dont je vous ai parlé au début, il dépend vraiment fondamentalement de ça. Attention également au prix de travaux. Alors, je vous ai donné une fourchette. Grosso modo, la rénovation, c'est 1 200 € au mètre carré. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Avec ça, on fait déjà des bonnes choses. Donc, si on vous propose une opération clé en main, avec un prix d'achat plus un montant de travaux, eh bien, ayez ce réflexe-là de rapporter le prix d'achat au prix au mètre carré de l'appartement et de rapporter le prix des travaux au nombre de mètres carrés du bien à rénover. Et si vous êtes au-delà de 1500, il faut que ce soit justifié. Ça peut être de la rénovation très lourde, pourquoi pas, mais je veux simplement vous donner cet indicateur-là. Avec 1 200 € au mètre carré, on refait de la plomberie, on refait de l'électricité, on fait déjà de la rénovation conséquente. Et puis, autre petit piège, mais qui parfois fait mal, c'est ces fameux 5%. Quand on vous vend du neuf, quand on vous vend de l'ancien, il y a une marge d'erreur, entre guillemets, on appelle la moindre mesure de 5%. Et quand on achète 100 mètres carrés dans le neuf à Paris, et qu'on découvre qu'en fait, il manque 6 mètres carrés, quand on achète à 15 000 € le mètre carré, s'il manque 6 mètres carrés, ça fait 90 000 € de delta. Donc, intégrez également cette possibilité de moindre mesure dans le calcul de votre prix au mètre carré. Alors, dans l'ancien, c'est la loi Carrez qui s'applique, et en matière de VFA, c'est-à-dire vente en état futur d'achèvement de logement neuf, ces 5%, ils sont généralement prévus dans l'acte de vente que vous signez chez le notaire. Alors, le loyer. Je vous ai parlé du marché locatif, donc assurez-vous par vous-même qu'il existe sur place un marché locatif. Je suis toujours surprise quand j'ai des clients qui m'ont dit avoir acheté en banlieue de Toulouse, par exemple. Pourquoi pas, Toulouse est une ville très agréable, mais ne pas être allé sur place. C'est-à-dire qu'on s'endette sur 20, 25 ans, on prend un crédit à plus de 100 000 €,
Et on ne se paye pas un billet de train pour aller voir à quoi ça ressemble. Faites-le. Passez un week-end avec votre compagne, votre compagnon. Allez voir. Allez interroger des agences immobilières sur place pour savoir si oui ou non, il y a des locataires qui cherchent des logements. Bergerac, c'est pas une ville étudiante. Béziers non plus. Donc là aussi, la localisation, elle est primordiale. C'est vraiment un des fondamentaux de l'immobilier, c'est la localisation. Ensuite, je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'équation en termes d'équilibre financier. Eh bien, on ne peut pas pratiquer n'importe quel montant de loyer. Alors, quand on est dans un dispositif fiscal comme le Pinel, le montant maximum du loyer est fixé par décret. Certains commercialisateurs proposent des ruses qui consistent à vous dire « Moi, j'ai trouvé la parade pour échapper au montant maximum du loyer imposé par la loi. Vous allez avoir un appartement, une cave et un cellier, et vous allez faire 3 baux, un pour l'appartement, l'autre pour la cave, l'autre pour le cellier. » Alors, je n'ai pas encore vu de jurisprudence où l'administration fiscale retoque le procédé, mais je ne serais pas surprise que ça existe. Céline, peut-être que tu nous donneras ton analyse là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment que ce genre de martingale soit vraiment pertinente. Ou alors, si vous le faites, faites-le en ayant conscience que peut-être il y aura un risque de requalification et perdre l'avantage fiscal, pas forcément une bonne chose. Donc, le rendement locatif, il faut bien le calculer, vérifier qu'il va exister, qu'il y a un marché, et ensuite que les contraintes en termes de fixation du loyer qui s'appliquent entrent bien dans votre prévisionnel. À Paris, on connaît, parce que ça a été très médiatisé, la fixation du loyer au moment de la première location. Ce qui est souvent moins connu, c'est que lorsqu'on change de locataire, le loyer est également encadré au moment de la relocation. C'est pas parce que vous changez de locataire que vous pourrez augmenter de manière significative le montant du loyer, sauf à avoir réalisé des travaux. Donc, on est dans un pays, une économie libérale, mais en termes de baux d'habitation, de montant des loyers, il y a des contraintes et vous devez vous y intéresser pour bien calculer l'équilibre de votre opération. On continue avec la fiscalité des revenus que vous allez percevoir une fois que vous avez acquis le bien et qu'il va être loué. Alors, tout va dépendre en fait si vous avez acheté en direct, donc à titre personnel, ou bien via une société. Alors, vous avez acheté à titre personnel, vous avez souscrit un emprunt, donc les revenus locatifs que vous allez percevoir seront des revenus fonciers. C'est pour une location vide, non meublée, une location nue. Dans ce cas-là, ces revenus fonciers s'ajoutent à vos autres revenus, par exemple vos salaires, et seront imposés au barème de l'impôt sur le revenu. Et seront soumis également aux prélèvements sociaux de 17,2%. Par ailleurs, pour rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au déficit foncier qui peut être un investissement intéressant pour un bien avec travaux, si à la fin de l'année, en fait, il y a un déficit foncier, ce dernier sera imputable sur le revenu global, c'est-à-dire l'ensemble des revenus du foyer, à hauteur de 10 700 €, ce qui n'est pas négligeable. Et le solde du déficit que vous conservez, qui n'a pas pu être imputé sur le revenu global, lui, il pourrait être imputé sur les revenus fonciers des 10 années à venir. Pour ceux qui ont l'habitude de faire leur déclaration de revenus fonciers, il y a un tableau, en fait, où vous indiquez le déficit et qui est ensuite précisé sur votre avis d'imposition, et vous saurez que l'année prochaine, il vous reste 1 200 € de déficit foncier à imputer. Ensuite, si vous louez votre bien meublé, alors, location meublée, il y a différents types de location meublée. D'abord, ce que l'on appelle les LMNP, LMP, loueurs en meublé non professionnel, loueurs meublé professionnel. Donc là, c'est un bail d'1 an qui est signé et l'habitation constitue la résidence principale du locataire. Donc, c'est un type spécifique de location qui est très souvent pratiquée parce qu'elle est fiscalement avantageuse. Ça peut être de la location saisonnière ou de location courte durée, Airbnb. Alors, il y a 2 régimes d'imposition. Comme vous louez meublé, vous changez en fait de qualification fiscale. Ce ne sont plus des revenus fonciers, mais ce sont
des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, parce qu'il s'agit d'une activité commerciale. Soit vous choisissez d'être en régime micro-BIC, c'est-à-dire que vous avez un loyer de 1 000 € par mois, fois 12 000 €, il y a un abattement de 50%. Donc, vous serez imposé sur 6 000 €. Soit vous faites une option pour le régime réel BIC. C'est ce qui est pratiqué le plus fréquemment parce que permet en fait d'amortir, par exemple, une partie de l'immeuble sur une certaine durée, d'amortir des travaux, de déduire plus de frais, etc. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des personnes qui sont en LMNP, on va dire loueurs en meublé non professionnel, ont opté pour le régime réel BIC. Alors, ce qui veut dire quand vous optez qu'il faut réaliser une comptabilité, donc vous faites appel à un expert comptable. Vous pouvez adhérer, c'est conseillé à une AGA, Association de gestion agréée, Centre de gestion agréé, et vous avez des avantages fiscaux. Alors, petite précision, pour les loueurs en meublé professionnels, il y a une nouveauté depuis le 1er janvier, c'est que les personnes qui sont loueurs en meublé professionnels sont soumises à la sécurité sociale des indépendants. Donc, en fait, ça va représenter une charge fiscale, une charge globale beaucoup plus importante. Voilà, donc ça, il y a des arbitrages à faire entre est-ce que je vais passer à l'MP ou pas. Donc, pour résumer, si vous achetez en direct, vous louez nu, revenu foncier, vous louez meublé, BIC, micro ou réel. Ensuite, vous achetez via une société. Alors, quelle fiscalité, comment seront imposés les revenus? Alors là aussi, tout va dépendre de la forme et du régime fiscal de la société. Soit la société est à l'impôt sur le revenu. Par exemple, ça sera une SCI que vous aurez constituée avec la personne avec qui vous partagez votre vie, avec vos enfants, etc. Une SARL de famille qui aura opté pour l'impôt sur le revenu. Donc, dans ce cas-là, ce sont les associés personnes physiques qui sont imposés en revenu foncier. Donc, taxation barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Si, par exemple, vous avez constitué une société à l'IS, soit toujours une SCI qui a opté à l'IS, par exemple, c'est quelque chose qui est fait couramment quand vous achetez un bureau et quand vous décidez d'une acquisition sur du long terme, soit une SAS, soit une autre société commerciale. Donc, dans ce cas-là, vous interposez en fait une société. Donc, c'est la société qui va être imposée à l'impôt sur les sociétés et non pas vous à titre personnel. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie patrimoniale, on va dire, assez courante, qui est de constituer une société. Soit on va la mettre à l'impôt sur le revenu, donc c'est-à-dire une activité civile, soit à l'impôt sur les sociétés. Alors, à ce jour, l'impôt sur les sociétés est de 26,5%, 15% jusqu'à 38 120 €. L'année prochaine, il va passer à 25%. Donc, pour des personnes qui sont fortement imposées à l'impôt sur le revenu, c'est un arbitrage qui est plutôt intéressant. Voilà. Alors, nous continuons. Ça, c'était l'imposition du revenu. Alors, Ganaëlle, c'est à toi. Merci. Pour faire la transition, Céline vous a parlé du LMNP. Le LMNP, c'est un mécanisme qui est souvent proposé aux investisseurs, plutôt dans un objectif de diversification, où on vous propose d'investir dans des résidences-services, des résidences étudiantes, des EHPAD, des résidences de tourisme. Vous connaissez les enseignes, c'est Corian pour les EHPAD, Pierre et Vacances pour les résidences de tourisme, etc. Et très souvent, quand des difficultés surviennent, on réalise avec les investisseurs que les montages qui ont été faits ne leur ont pas été complètement expliqués. Pourtant, ils sont tout à fait en capacité de les comprendre. Alors, d'où cette slide pour vous faire comprendre que quand vous achetez un LMNP, dans le cadre d'un investissement de l'immobilier géré, résidence de service, EHPAD, etc., vous allez avoir en réalité 4 interlocuteurs. Vous allez avoir un promoteur qui est celui qui construit l'immeuble dans lequel vous investissez, avec lequel vous allez conclure une vente en VFA, état futur d'achèvement. Vous avez une banque à laquelle vous avez emprunté le montant nécessaire pour financer cette acquisition. Vous aurez un exploitant, donc
Corian, Pierre et Vacances, etc., qui va, lui, gérer l'intégralité de la résidence, aménager les chambres, etc., gérer la réception, la location des skis quand c'est une résidence à la montagne, et avec qui vous allez conclure un bail commercial. Donc, l'exploitant sera votre locataire. Vous serez propriétaire bailleur et vous avez en face de vous un exploitant commercial au titre d'un bail commercial. Et vous avez un quatrième interlocuteur qui est le syndicat des copropriétaires, puisque l'immeuble qui a été construit par le promoteur, il a été vendu à plusieurs acquéreurs, et dès l'instant qu'un immeuble est détenu par plusieurs personnes, hormis le cas de l'indivision, d'une SCI, ça devient une copropriété avec les obligations de la loi de 165 en termes de copropriété, et surtout le paiement de charges de copropriété. Et on a quand même le sentiment, quand on fait ce genre d'acquisition, que tout est lié. On vous dit, vous allez emprunter tant d'euros, vous rembourserez 500 € à la banque et l'exploitant va vous verser tous les mois un loyer de 600 € et vous aurez 50 € de charge. On se dit, super, il va me rester tous les mois 50 € de bénéfices et une fois que j'aurai fini de rembourser mon prêt immobilier, le loyer sera intégralement pour moi. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais là, avec le Covid et notamment la fermeture des résidences de tourisme pendant les confinements, l'équilibre de ces opérations-là, il a été totalement modifié parce que les exploitants ne sont plus en capacité ou bien ne veulent pas faire d'efforts suffisants pour continuer à verser aux propriétaires le montant du loyer. Et donc, le robinet des loyers s'est arrêté pour certains propriétaires. Néanmoins, ce qui ne s'est pas arrêté, c'est l'obligation de continuer à rembourser le prêt auprès de la banque, parce que la banque, elle n'a pas de lien avec l'exploitant, elle vous a prêté à vous. Et ce qui ne s'est pas arrêté non plus, c'est l'obligation de verser des charges de copropriété. Donc, il faut bien comprendre dans ce genre de mécanisme-là que dès l'instant qu'il y a une modification avec l'exploitant, c'est-à-dire il cesse de payer les loyers, il baisse d'office le montant des loyers, et on l'a vu, et ça s'est fait pendant la crise Covid, ou bien il cesse l'exploitation de la résidence, ça existe aussi, les acquéreurs se trouvent dans des situations compliquées parce qu'ils doivent continuer à faire face à leurs obligations au regard des autres entités que sont le syndic de copropriété et la banque. Et l'autre difficulté, c'est qu'on ne peut pas quasiment sortir du système. C'est très difficile d'exploiter un appartement dans une résidence Pierre et Vacances lorsqu'on n'est plus en contrat avec Pierre et Vacances. C'est impossible dans un EHPAD. Si vous avez acheté une chambre dans un EHPAD et que vous résiliez le bail commercial avec l'exploitant, vous ne pourrez pas louer la chambre dans l'EHPAD à quelqu'un d'autre. C'est quasiment inconcevable. Donc, ce sont des opérations qui ont des avantages, qui ont des intérêts, mais dont il faut comprendre ces mécanismes-là pour bien appréhender la difficulté. Donc, si vous n'avez pas d'épargne de précaution, si c'est votre seul investissement immobilier, peut-être soyez prudent là-dessus. En tout cas, comprenez-en bien les enjeux et les risques. Alors, précision fiscale sur ces sujets. 2 points à mettre en avant. Le dispositif dont vous avez entendu parler l'année dernière sur les abandons de loyer est prorogé sur toute l'année 2021. Voilà, donc ça a été... Tu peux peut-être préciser de quoi il s'agit, Céline ? Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas, parce qu'il y a eu plusieurs dispositifs qui se sont cumulés, je ne parle pas du crédit d'impôt de 50% sur un mois de loyer sur novembre 2020. Donc là, les abandons de loyer, ça veut dire que le bailleur et le locataire se mettent d'accord, parce que c'est mieux en fait d'avoir un écrit, ça peut être un mail. Donc les loyers qui ne sont pas payés, en fait, il n'y aura pas d'imposition dessus. Et ça, c'est quand vous êtes taxé en revenu foncier. Et pour les sociétés, il y aura une déduction fiscale. Donc ça, ce régime-là est maintenu sur tout 2021. Donc, ce qui est plutôt, on va dire, rassurant fiscalement. Bon, à ce jour, pour 2022, on ne sait pas encore. Et vous avez dû voir justement que cette année, pour déclarer les revenus 2020, les déclarations d'impôts avaient été adaptées avec justement abandon de loyer, etc., des cases qui avaient été créées. Alors, autre point, quand vous êtes dans cette situation où vous ne pouvez plus
vous ne remplissez plus les conditions, notamment d'engagement de location pour bénéficier de votre réduction d'impôt. Donc là, que faire? Alors, que faire? C'est agir, prendre attache avec l'administration fiscale, les informer que vous avez une problématique en raison du Covid, etc. Parce que l'administration fiscale, justement, a pris des dispositions pour permettre, en fait, de décaler les engagements, etc. Donc là, mais il faut être proactif et, en fait, ne pas rester passif et dans quelques années risquer un contrôle fiscal. Et ce qui est pratiqué de plus en plus, qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans un autre webinaire, c'est en fait le rescrit fiscal. Et là, ça va être le promoteur immobilier, mais ça peut être aussi les acquéreurs dans un programme de VFA. C'est dire, demander à l'administration fiscale, on est dans tel projet, etc. On a un événement de force majeure qui arrive. Donc, est-ce qu'on peut avoir justement un décalage par rapport à la fin des travaux, à la mise en location, etc. Donc là, vous sécurisez le projet et donc votre avantage fiscal. Exactement, ça fait une très bonne transition avec le rescrit fiscal. Sachez que quand vous achetez du neuf, donc dans le cas d'une VFA, vente en état futur d'achèvement, le retard de livraison, c'est la règle. Malheureusement, les promoteurs indiquent des délais dans les contrats et ces délais ne sont quasiment jamais respectés. On en est à considérer que 6 mois de retard, c'est normal. Alors, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Mais voilà, donc sachez que vous aurez au moins 6 mois, prévoyez 6 mois de retard pour ne pas vous retrouver en difficulté par rapport toujours à l'équilibre financier de l'opération que vous avez envisagée. Sachez aussi qu'il n'y a pas d'indemnisation automatique. Alors ça, c'est un de mes sujets récurrents et il y a pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube du cabinet sur le retard de livraison en VFA. L'autre facteur de risque, vous l'aurez identifié tout seul, c'est les loyers impayés. Alors, je vous ai parlé des exploitants, et là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est les déductions d'impôts éventuellement, Céline a parlé. Les loyers impayés, c'est pas quantitativement, c'est pas énorme. Les statistiques entre le nombre de locataires et le pourcentage qui ont des difficultés pour payer leur loyer, c'est pas colossal. En revanche, quand ça arrive à quelqu'un, quand ça arrive à un propriétaire bailleur, ça peut avoir de très graves conséquences. Donc, quand on met en place un locataire, personne physique, eh bien, on met en place une caution et ou, selon les cas, une assurance de loyer impayé. C'est pas parfait, mais c'est une sécurité minimale pour vous parce que si votre locataire cesse de payer, que vous avez des engagements à l'égard d'une banque, eh bien, vous ne pourrez pas dire à la banque, mon locataire ne me paye pas, je suspends mon crédit. Non, ça n'existe pas. Vous devrez faire face tous les mois aux échéances de votre prêt bancaire. Et si vous avez 2 mois d'impayés, la banque peut prononcer la déchéance du terme et réclamer l'intégralité du prêt. Donc, là aussi, il faut avoir une petite épargne de précaution pour faire face à ces difficultés, mais il faut aussi, en amont, les anticiper, bien choisir son locataire et bien mettre en place les bonnes garanties. Perte de l'avantage fiscal, notamment parce que le délai n'est pas respecté entre la signature de l'acte et la première mise en location, si je ne me trompe pas. Et en cas si jamais ce délai-là devait être allongé, il faut demander un rescrit fiscal. L'autre hypothèse, c'est celle où le locataire, vous demanderiez un renouvellement d'un dispositif Pinel et où le locataire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif Pinel. Bon, ça, ce sera beaucoup plus tard. Mais c'est aussi un des facteurs de risque à envisager. Il y a des parades, mais sachez-le, ne soyez pas démunis si ça vous arrive. L'autre facteur de risque qui pour moi est vraiment compliqué, c'est la cessation d'activité de l'exploitant. C'est typiquement l'exploitant d'une résidence hôtelière ou d'un EHPAD qui peut être mis en liquidation judiciaire parce que ce sont des entreprises comme les autres, elles peuvent rencontrer des difficultés, ou bien qui abandonne une résidence parce qu'elle n'est pas rentable. Ce pas des hypothèses d'école, hein, ce sont vraiment des choses existantes. Donc, se renseigner sur l'exploitant avec lequel on travaille, son historique, sa réputation, et encore une fois, ne pas se laisser simplement aveugler par des belles promesses de défiscalisation, de revenus très faciles, d'investissements très rentables, etc. Prenez des renseignements
hors des personnes qui vous proposent ces investissements parce qu'elles vous les conseillent, mais aussi elles vous les vendent. Donc, ce ne sont pas forcément des gens malhonnêtes, c'est pas ça que je veux dire. Simplement, élargissez votre champ de connaissances et votre expertise sur les sujets avant de vous lancer. Alors, j'enchaîne justement sur les réductions d'impôts. Donc, quel dispositif choisir? Je vais vous répondre en fait que c'est du cas par cas. C'est un peu du sur-mesure parce que Pinel, a priori, c'est ce que tout le monde connaît. En fait, beaucoup de personnes disent je vais faire un achat immobilier, etc. Donc, Pinel est très connu, très commercialisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le dispositif fiscal, mais effectivement, la réduction d'impôts est intéressante. Après, il y a des engagements à respecter, l'engagement de location, là on l'a vu. Ça va être aussi à vous, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, de vérifier auprès de votre locataire qu'il remplit bien les conditions. Donc, lui demander tous les ans son avis d'imposition, en fait, constituer son dossier. Concernant le Pinel, là j'en ai cité 3, Pinel, Censi-Bouvard, donc ça c'est l'achat en l'état, et Malraux, en fait c'est les monuments historiques, on va dire que c'est les 3 qui sont le plus souvent pratiqués par les personnes physiques. Donc Pinel, effectivement, comme disait Ganaël, l'emplacement, voilà, parce que des personnes qui achètent du Pinel dans une ville et décident au bout de 6 ou 9 ans de revendre et font une moins-value. Voilà, donc ça c'est extrêmement fréquent. Donc réfléchir, aller voir le promoteur, est-ce qu'il a les reins solides, etc. Et à la revente, est-ce que ça va être intéressant? Donc beaucoup de personnes déchantent sur le Pinel et moi quand j'ai des problématiques patrimoniales, je ne vais pas forcément vers conseiller du Pinel. Voilà. Ensuite, donc là, le Censi-Bouvard, c'est l'achat en VFA. Donc là, on va dire que c'est des produits qui commencent à être un peu plus qualitatifs, mais avec les problématiques, on va dire, qui se sont aggravées en 2020 parce que il a fallu tenir compte de la période qu'on a appelée juridiquement protégée. Mais tout ça a mis en avant en fait les retards de livraison, etc. Donc là aussi, avant de choisir un programme et de s'engager, il faut se faire conseiller et voir avec qui on se lance. Et puis le Malraux, monument historique. Donc ça, pour certains profils, en fait, des personnes qui ont déjà fait un peu plus d'aisance financière, en fait, on va dire, là, on peut rentrer dans des produits beaucoup plus qualitatifs et les avantages fiscaux sont vraiment intéressants. Mais alors, là aussi, c'est toujours, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aligner des chiffres et vous dire que vous allez payer 2 fois moins d'impôts, donc ça va être merveilleux. Mais vraiment, allez voir ce que vous allez acheter, faites votre tableau Excel ou demandez un tableau Excel, parce qu'après, quand il y a des difficultés, c'est vraiment très, très compliqué. Ça peut durer longtemps. C'est ce que fait Ganaël, négocier avec des promoteurs, etc. Et là, on se retrouve des personnes qui se sont investies financièrement et qui sont vraiment bloquées. Donc, que faire en cas de retard de livraison? L'administration fiscale, elle, ce qu'elle aime, c'est les gens qui vont, elle aime la régularisation spontanée, les gens qui vont faire un rescrit, demander un avis, etc. et qui vont prendre les devants en fait pour dire là il y a une difficulté, voilà, parce que l'administration fiscale comprend que vous puissiez avoir des difficultés et se montre en fait compréhensive et adaptée. Voilà, il y a eu énormément de dispositifs fiscaux immobiliers qui ont été modifiés l'année dernière pour justement tenir compte et rallonger les délais. Voilà.
Donc je dirais, que faire en cas de retard de livraison, être proactif et puis après se faire accompagner pour négocier des échéanciers, etc. Et après, fiscalement, vous bénéficiez du régime des abandons de loyer et vous allez déclarer de manière spécifique les revenus. Voilà. Dernier point en fait que nous tenions à aborder, toujours dans les objectifs moyens, longs et court terme, en fait, c'est quelle fiscalité à la revente. Je prends toujours le parallèle avec quand on se marie, tout est beau, tout est merveilleux, mais quand on est avocat, on dit toujours suivant votre activité, votre métier, avez-vous pensé à faire un contrat de mariage, etc. Parce que le jour où tout va mal, comment on se sépare? Voilà. Donc, quand on achète un bien immobilier, il faut penser à la possibilité de la revente. Et dans ce cas-là, comment on va être imposé? Donc, c'est un sujet à ne pas négliger. Alors, si vous le détenez en direct, donc c'est toujours les arbitrages, j'achète en direct, c'est-à-dire moi, directement, je vais voir ma banque et je souscris un prêt. Ou sinon, il y a une SCI avec mes proches, etc., à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, on est dans le cadre du régime de la plus-value immobilière, donc qui va être exonéré totalement, mais au bout de 30 ans de détention. Quand je dis exonéré totalement, c'est impôt sur les revenus et prélèvements sociaux, parce qu'aujourd'hui, en matière de revenus du patrimoine, il ne faut surtout pas oublier les prélèvements sociaux qui ne cessent d'augmenter. Voilà, 17,2, il y a quelques années, donc j'allais dire quand j'ai commencé à travailler, ils étaient beaucoup plus. Voilà. Donc ça, c'est plus-value immobilière avec un abattement pour durée de détention au bout de 5 ans. Donc ça, c'est aussi un arbitrage à faire. Je fais un investissement immobilier de 150 000 €. Il est possible que je doive le vendre dans les 5 ans. Dans ce cas-là, comment sera imposée la plus-value? Si le bien immobilier est détenu via une société à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout le même régime fiscal qui s'applique. On va réintégrer en fait dans la plus-value, prix de cession moins prix d'acquisition, c'est la plus-value, et le prix d'acquisition, ça va être la valeur nette comptable. Donc en fait, on va déduire tous les amortissements qui ont été pratiqués pendant la durée de location. Donc en fait, ce qui avait été intéressant pendant la durée de location, en fait, vous allez le perdre au moment de la revente. C'est pour ça que systématiquement, les personnes qui viennent nous voir et qui disent « je veux acheter un bien immobilier, je veux faire une SCI et je veux la faire opter à l'IS ». Donc on dit « bon, ok, doucement, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. » Donc ça, c'est vraiment pour de la détention à long terme, la société à l'IS. Sinon, en fait, quand on vous fera des tableaux de simulation du calcul de la plus-value, vous regarderez le chiffre et vous serez un peu atterré et vous ne comprendrez pas. Mais si votre conseil vous avait prévenu avant, vous saurez pourquoi. Voilà. Donc, nous en avons terminé. C'était les points, en fait, principaux dont nous voulions vous parler pour mettre en évidence, en fait, on va dire les points clés à valider, à vérifier, les questions à se poser avant de faire un achat immobilier, parce que c'est c'est pas un acte anodin. C'est un peu comme la société qui embauche son premier salarié. Voilà, premier investissement immobilier, comment on se lance? Sous quelle forme juridique peut-on encaisser des revenus au titre des baux meublés? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez... alors, si vous êtes personne, vous pouvez le faire à titre personnel, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas des revenus fonciers. Ça sera des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, en fait, vous n'allez pas le déclarer dans la même catégorie. Soit vous restez au micro, donc vous gagnez, vous avez 12 000 € de loyer, vous serez imposé sur 6 000, et vous avez une ligne spécifique sur vos déclarations d'impôt, vous avez marqué 6 000. Soit vous optez
sous certains délais, etc. Voilà. Pour le régime réel BIC. Dans ce cas-là, vous prenez les services d'un expert comptable qui fera une comptabilité, etc. Et là aussi, il y a une case spécifique à remplir sur votre déclaration d'impôt. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vous louez nu, vide, c'est des revenus fonciers. Dès que vous signez un bail meublé avec un étudiant, etc., d'un an, c'est bien un an, hein, les bons meublés. Oui, un an renouvelable. C'est du BIC, micro ou réel. Voilà. Et est-ce que le taux d'imposition est différent entre les deux? Après, c'est la même, c'est rajouté, en fait, ça passe au barème de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est quand on est personne physique. L'intérêt, en fait, c'est pour les personnes qui sont fortement imposées, c'est de créer une société et de la faire opter à l'impôt sur les sociétés, parce que l'impôt sur les sociétés est à 15% jusqu'à 38 120 de bénéfices, et au-delà, aujourd'hui, à 26,5. Donc, quelqu'un qui est dans la tranche de 40%, il aura intérêt à avoir une SCI à l'IS. Petite question, tu as évoqué la question douloureuse des contributions sociales, CSG, CRDS. Oui. Donc ça s'applique sur les revenus fonciers, ça s'applique également sur les BIC? Non, pas sur les BIC. Ça peut être sur les BIC aussi, excusez-moi. Oui. Oui, et c'est parce que c'est sur le revenu brut après. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points? Alors, on vous a parlé un peu des désagréments du Pinel, et l'un des désagréments, c'est que au bout de 6 ans, tout le monde achète à peu près au même moment dans la même résidence. La commercialisation, elle se fait sur 1 an à peu près. Et donc, tout le monde arrive au terme des 6 ans au même moment. Et donc, on voit des résidences dans lesquelles tous les logements sont à vendre. Donc, la dépréciation, elle est encore plus forte. Donc, cette idée d'acheter au prix du marché, vraiment, elle est pour moi absolument essentielle. Bien sûr, vous pouvez accepter quelques pertes parce que vous aurez fait des économies d'impôts entre-temps, mais pas des pertes majeures non plus. Un investissement, ça doit rester rentable, y compris au moment de la revente. Oui, et alors, ça c'est un sujet aussi aujourd'hui qu'on voit beaucoup, c'est la question de la rentabilité. Parce qu'il y a des personnes en fait qui sont attachées à des biens immobiliers, mais en fait qui leur coûtent de l'argent. Donc, parce que il y a la fiscalité locale, la taxe foncière qui a augmenté, il y a énormément de charges, de ravalement, l'ascenseur, etc. Et des personnes qui, en plus, vont se retrouver dans l'IFI. Donc, dans ce cas-là, en fait, vendez votre immobilier. Donc, ça, c'est aussi un arbitrage à faire. Ou sinon, pensez à déjà anticiper la transmission, démembrer la propriété, constituer une société. Voilà. Il faut vraiment se poser la question de, aujourd'hui, le coût de l'entretien de l'immobilier. Donc, en fait, sous quelle forme le détenir pour que ça reste rentable. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un bien immobilier dont la rentabilité est de 5%, c'est plutôt très très bien. Voilà. Je crois que l'immobilier, c'est nécessairement du long terme. Oui. Parce que les crédits sont longs, de toute façon. On est obligé de compter sur de longues distances. Et puis, ça suppose d'avoir quand même une assise financière, un petit peu peut-être d'avoir 6 mois au moins de remboursement d'emprunt et de charges de copropriété de côté. Et ça suppose aussi parfois d'avoir les nerfs solides. Ça a l'air de rien, mais certains investisseurs, il y a des moments de crise. Et il faut savoir, comme quand on a des actions en bourse et que la bourse baisse fortement, il faut rester accroché à son projet et avoir la capacité aussi presque biologique, en tout cas psychologique, de résister, de se préparer à ces moments de tension, de se dire c'est du long terme, et donc sur le long terme, il y a toujours des turbulences, et il faut les accepter, ça fait partie du jeu. Et même si on a eu à cœur de vous alerter sur pas mal de points,
Je crois, je peux parler pour toutes les deux, je crois que c'est un sujet que nous aimons beaucoup, parce que moi je trouve que c'est des beaux projets. C'est des beaux projets de voir des gens acheter pour préparer leur avenir, pour préparer ceux de leurs enfants. Ça me touche toujours, l'investissement, la partie d'humain que chacun met dans ses projets IMO. Donc oui, soyez vigilants, soyez précautionneux, mais en tout cas, je ne voudrais pas vous faire passer le message, ne le faites pas. Oui, oui, tout à fait. Et puis, on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment informez-vous, faites-vous conseiller en amont. Parce que le nombre de personnes, par exemple, au moment de la déclaration des revenus, alors là, je vais vous donner une petite info. Voilà, si vous avez assisté au webinaire, quand vous achetez en Pinel, à partir du moment où vous avez signé l'acte authentique, en fait, vous pouvez déduire sur votre déclaration de revenus fonciers, en fait, les intérêts et les frais de constitution de dossier, etc. Donc, en fait, le nombre de personnes que je vois qui, en fait, n'ont pas été bien conseillées à ce moment-là. Et donc, en fait, je leur dis, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, on fait une déclaration rectificative. Donc, en fait, ils sont super contents d'intégrer sur leur déclaration de 2018 5 000 € de déficit qui vont pouvoir s'imputer à hauteur de, si vous avez suivi, 10 700 € du revenu global. Voilà, donc en fait, c'est des petites choses qui, en fait, au final, vous permettent de bien gérer votre projet et pour qu'il soit pérenne, vous permettent d'assurer les mauvaises périodes. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais effectivement, là, je relis la phrase. Oui, je pense que effectivement l'endettement est passé à 35%. Voilà, que j'avais pas. 35 et avec des durées qui se raccourcissent aussi. Je crois qu'aujourd'hui. Ah oui, c'est 20. On ne va plus avoir des crédits sur 20 ans. Voilà, c'est juste pas possible. Sauf si vous connaissez une banque qui accepte ça. Voilà. Écoutez. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Oui, même vous pouvez prendre des retours d'expérience, oui, bien sûr. Ouais, peut-être que tout le monde a faim, c'est pour ça que je creuse. En tout cas, un grand merci pour votre attention, de votre présence, des questions. Et puis, Céline et moi, on a toujours plaisir à échanger sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous parler de vos projets, de vos retours d'expérience. C'est aussi intéressant parce que ça nourrit nous aussi notre expertise et ça nous fait réfléchir et ça nous apprend des choses. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger. N'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une très bonne journée.